Alors, on débute avec le mot de l'association, puis une petite explication de comment va se dérouler l'échange et le propos qui nous réunit tous ce soir, donc la rencontre littéraire et la venue de Madame Julie Duvigneau. En tout cas, merci à vous. Je vous dis à tout de suite. Depuis 2009, l'association Strassiran œuvre en faveur du dialogue interculturel, de la circulation des savoirs, de la valorisation des expressions artistiques, intellectuelles et patrimoniales liées à l'Iran et à ses diasporas. À travers ces actions, l'association entend favoriser les échanges, encourager la découverte réciproque et contribuer à une meilleure compréhension entre les cultures. Fidèle à ses principes fondateurs, Strassiran affirme son attachement à une neutralité politique et religieuse dans un cadre résolument tourné vers l'ouverture, le respect de la diversité et le vivre ensemble. L'association conçoit l'art et la culture comme un espace de partage, de transmission et de dialogue pour tous. La 9e édition du festival Strassiran, organisé du 16 au 29 mars 2026, s'inscrit dans cette continuité. Elle propose, en partenariat avec de nombreux lieux de la métropole strasbourgeoise, une programmation riche de 40 rendez-vous, dont des expositions, ateliers, conférences, visites guidées, projections, spectacles, rencontres littéraires. Cette édition se déploie dans un contexte international particulièrement sensible, en particulier en Iran. Dans cet esprit, l'association a fait le choix d'une programmation guidée par la responsabilité, la sobriété et la compassion portée aux victimes et à leurs familles en annulant tous les événements festifs. Le festival s'inscrit également dans la période de Nowrouz, célébration du Nouvel An iranien, symbolisant le renouveau, porté depuis des siècles par une tradition de partage, de convivialité et d'espérance. Cette résonance donne à cette édition une signification particulière, en rappelant la place essentielle de la culture dans la transmission, le lien entre les générations et l'ouverture aux autres et à la différence. Nous tenons à remercier l'ensemble de ceux qui rendent cette manifestation possible, à savoir nos bénévoles, partenaires et mécènes, ainsi que les institutions et les structures culturelles associées à cette 9e édition, au premier rang desquelles la ville de Strasbourg, la région Grand Est et la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg. Nous vous remercions de votre présence, de votre intérêt et vous souhaitons à tous un très bon festival. Alors, un petit texte avec l'autorisation de Madame Duvigneau pour faire le lien entre le mot de l'association et la prise de parole. Le pourquoi d'une rencontre littéraire. Alors, dans un monde où les flux s'accélèrent, où le fossé entre le citoyen et la lecture ne cesse de grandir, il est nécessaire de rappeler que nous sommes dans une civilisation, dans une ville même, où l'étude demeure accessible. Rappelons que l'Université de Strasbourg propose un enseignement couvrant plus d'une trentaine de langues, notamment le persan, où vous y trouverez, notamment depuis 1874, un département d'études. Monsieur Nassiri, professeur et directeur du département, vous faites l'honneur de votre présence ce soir. Et je me tourne vers vous, madame. Comment dire, déjà que vos cours sont un grand plaisir et que je remercie toute l'équipe enseignante de Strasbourg qui a permis de rencontrer le travail de Madame Duvigneau. Et c'est pourquoi nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui, dans la grande salle de l'Aubette,
et nous vous remercions chaleureusement d'avoir fait le déplacement. Vous êtes traductrice et maître de conférences en langue et littérature persane à l'INALCO, co-autrice avec Nassim Vahabi de l'ouvrage La Chouette et le Jardin, que vous trouverez à l'accueil, mais également de l'ouvrage collectif Amour persane aux éditions Gallimard. Donc le premier aux éditions Utopiran et le second aux éditions Gallimard. À partir de ces ouvrages et de votre travail de chercheuse, vous nous proposez aujourd'hui une rencontre autour de la question « Comment ou pourquoi lire un roman iranien ?» Après cette présentation, il y aura un temps d'échange qui permettra à celles et ceux qui souhaitent poser une question de le faire. Les ouvrages sont donc disponibles à l'accueil et n'hésitez pas à prendre la parole. C'est un moment rare pour nous que d'accueillir Madame Duvigneau. Merci. Bonsoir à tous. C'est un grand plaisir d'être là. Merci beaucoup à l'association de m'avoir invitée. Je suis très honorée et je suis très contente de vous voir si nombreux pour parler de littérature iranienne. Alors, on peut dire littérature persane, ça va sûrement venir dans la conversation, mais je suis plus spécifiquement spécialiste de littérature iranienne contemporaine. Donc je ne travaille pas sur le Tadjikistan, je connais très mal la littérature d'Afghanistan, mais voilà, je me concentre sur la littérature iranienne. Alors quand Kian m'a invité à venir ici, j'ai effectivement proposé ce titre « Comment ou pourquoi lire un roman iranien ?» Je préfère vous prévenir, je ne vais sûrement pas répondre à pourquoi. Un peu par principe, parce que c'est une question qui m'est posée souvent, comme si c'était absolument absurde de s'intéresser à l'Iran et de s'intéresser à la littérature contemporaine iranienne. Donc j'essaierai de ne pas y répondre ou d'y répondre un petit peu à côté. Le comment, ça va nous emmener sur une réflexion sur la traduction, la réception, voilà. Peut-être avant de s'engager, d'aller vers les auteurs, etc., et leurs traducteurs. Un petit mot sur l'INALCO, qui en a rappelé le partenariat avec l'Université de Strasbourg et le département des études persanes. Ce département et l'INALCO sont les seuls à avoir une licence en persan à laquelle tous les deux nous tenons beaucoup et on est ravis d'enseigner donc cette langue, cette culture, cette civilisation à des étudiants qui en retour nous apprennent un océan de choses et qui nous donnent donc tout leur bonheur de découvrir cette culture, quelquefois une culture qu'ils connaissent mieux que nous, mais pas toujours. Et donc, je tenais à dire ça aussi. Nous, on a une section de persans, on n'a pas un département, une section de persans qui est insérée dans un département qui est le département Eurasie, où se côtoient à peu près pacifiquement les Turcs, les Arméniens, les Kurdes, les Iraniens, les Mongols, voilà, les Géorgiens, bon, j'en oublie sûrement, j'espère que pas trop, mais c'est aussi une image, l'Institut national des langues orientales, de ce qu'on peut faire avec la langue, de ce qu'on peut faire avec la diplomatie, de ce que comprendre, écouter l'autre peut amener à faire, à créer. Alors, au sein donc de ce jeu de compréhension, on peut trouver les traducteurs. Et j'ai mis ici les deux plus grands traducteurs de littérature contemporaine, en tout cas les deux pionniers. À gauche, vous avez Gilbert Lazare et à droite, vous avez Christophe Balaï. Donc j'ai mis leur nom en dessous et leurs auteurs, entre guillemets, parce qu'on se les approprie un peu quand on est traducteur. En gros, lui, il va être des deux côtés, sinon la limite va se faire là, à peu près. Donc vous avez en fait ici tout un tas de visages qui sont des visages d'hommes, de femmes. Vous voyez, il y a alors à droite de plus en plus de femmes. Christophe Balaï a fait sa carrière après Gilbert Lazare, à un moment où les femmes ont commencé à écrire, à prendre plus de place sur la scène aussi littéraire iranienne, mais avec des figures donc extrêmement importantes. Et je vous les laisse vous familiariser avec leur visage. Certains sont toujours là, d'autres nous ont quittés il y a longtemps. C'est le cas, alors le premier dont vous avez peut-être entendu parler, c'est Sadr Hedayat avec son chapeau là-haut, qui est mort en 1951, qui s'est suicidé à Paris malheureusement et qui a été le
vraiment, il a joué ce rôle de père fondateur, un des pères fondateurs de la prose moderne, et même moderniste, pour prendre la distinction que les anglo-saxons aiment bien. Et je vais revenir donc au fur et à mesure sur ces différentes figures. Donc je vous propose de faire un petit panorama de cette introduction de ces écrivains sur la scène française. Voilà. Alors, dans les années entre 50 et 70, on a deux auteurs qui sont présentés à la France. On a Sadr Hedayat, donc le premier, en haut, avec son chapeau, qui est connu à partir des années 50. Il se suicide en 51 et son texte, qui est le plus connu, qui s'appelle La Chouette aveugle, est remarqué par André Breton. Et donc, à partir de ça, il entre dans la scène littéraire française. Il est reconnu par les surréalistes. On en fait trop souvent un auteur surréaliste. Il n'est pas surréaliste. Il fait partie du corpus que les surréalistes ont aimé, mais au même titre que beaucoup d'autres. Et ça, voilà, c'est vraiment un endroit fondamental, ce 51, l'année de son suicide, qui coïncide avec le 53, qui est le coup d'État contre le gouvernement de Mossadegh, toute l'histoire de la CIA, on ne va pas rentrer là-dedans, mais en tout cas, pour la littérature, 51, c'est un coup de tonnerre. C'est pourquoi est-ce que le plus grand de nos écrivains commet un suicide. Donc ça, c'est une question, pareil, je n'ai pas de réponse, mais c'est une question aussi qui pèse sur la littérature. En dessous, vous avez un autre, on va revenir sur la réception de Hedayat. En dessous, vous avez un autre écrivain qui est un autre père fondateur, qu'on présente souvent comme ça, qui est Mohamed Ali Jamalzadeh, qui est un écrivain qui... outre le fait qu'il était très beau, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve qu'il était très beau, a eu une carrière un petit peu rocambolesque, il a été à un moment envoyé pour des missions secrètes en Iran, etc. Et c'est aussi le père fondateur, celui qui aurait fait la première nouvelle moderne persane. La critique contemporaine remet un peu en question ça, parce qu'on a tendance aussi à présenter la littérature iranienne comme quelque chose qui s'est développé en regardant ce qui se passait en Occident. Ça, c'est vraiment, à mon avis, et pas commun, quelque chose qu'il faut modérer tout de suite. Les Iraniens savent écrire des histoires depuis très longtemps. Ils n'ont pas attendu les Européens pour savoir écrire des histoires. Et ils le font extrêmement bien, avec des techniques extrêmement complexes de narration. Et donc, cette idée de dire il y a eu un grand courant de traduction, ce qui est vrai au XIXe siècle, et donc c'est après qu'on a eu le roman moderne, oui et non, c'est-à-dire qu'ils sont allés chercher plein de choses à l'étranger, ils ont eu envie de découvrir tout un tas de choses et ils ont mélangé ça avec, déjà c'est eux qui ont choisi, et ensuite ils ont mélangé ça avec une tradition extrêmement profondément ancrée, et donc il faut aussi regarder, ça amène à cette question du comment, c'est-à-dire à regarder ces textes comme issus d'une tradition littéraire extrêmement riche, parfois un peu déroutante. On peut entendre par exemple des fois dire oui, moi j'ai entendu ça beaucoup quand j'étais étudiante, les Iraniens ils sont super doués pour les nouvelles, les romans c'est pas leur truc, ils font pas ça très bien. En fait, en réalité c'est peut-être nous qui avons un critère, une catégorie roman qu'on essaye de plaquer sur quelque chose qui est différent. Et pourquoi est-ce qu'il faut voir les choses comme ça, en relation toujours avec nous comme centre. Donc voilà. Hedayat, pour revenir sur le malentendu de sa réception, Hedayat a aussi eu une deuxième réception qui va arriver dans les années 80. Et il va devenir un symbole de quelque chose qu'il n'était pas forcément, mais c'est aussi la puissance de son œuvre d'être réutilisé d'une autre manière. Je vais y venir tout à l'heure. Avant ça, on va voir ce qui se passe dans les années 80. Donc, dans les années... vous voyez, il n'y a pas encore grand-chose. On était parti de 2 auteurs entre 50 et 70. C'est quand même pas énorme, ce que la France connaissait de la littérature iranienne. Dans les années, en 73, Gilbert Lazare, qui était le traducteur qui était à gauche tout à l'heure, fait une première anthologie qui s'appelle tout simplement Iran, dans laquelle il donne un certain nombre de textes à lire en traduction, de la poésie, des textes classiques, des textes modernes. En réalité, dans les textes modernes, il y a
Hédoïat à peu près, et c'est tout. On peut se dire, voilà, si les gens ont envie de s'intéresser à cette littérature, ils vont aller lire cette anthologie. Peut-être que des éditeurs vont s'y intéresser, peut-être qu'il va y avoir un élan de traduction, de commande, etc. Ça n'est pas le cas. Donc il ne se passe rien. Jusqu'en 1980. 1980, c'est évidemment un an après la révolution islamique. Et tout d'un coup, on se dit, ah, il se passe quelque chose d'important. C'est un pays qu'on ne comprend pas très bien. On aimerait bien en savoir plus. Donc on va se tourner aussi vers la littérature comme manière de comprendre la culture de l'autre, mais aussi de comprendre la politique d'un pays. Et c'est là où il y a une espèce de malentendu, parce que la littérature va être beaucoup vue, la littérature iranienne, sous ce prisme de la politique. On va essayer toujours de trouver, de comprendre, de savoir des choses politiques à partir de ça et de voir les auteurs comme des auteurs soit engagés, soit pas engagés, etc. Alors c'est vrai que les auteurs eux-mêmes, il y en a qui sont engagés, il y en a qui ne sont pas engagés, mais on oublie un petit peu, et on va l'oublier en fait assez longtemps, dans le monde entier, hein, que ce soit en Iran, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, on va oublier l'aspect poétique de cette littérature. Alors, ça renvoie aussi à cette question, pourquoi ? En fait, parce que c'est une littérature, que c'est une belle littérature, que en tant que telle, elle mérite d'être utilisée, étudiée, pas utilisée justement, d'être étudiée, d'être lue, d'être aimée, d'être comprise, etc., et d'être traduite. Donc en 1980, Gilbert Lazare, dont l'anthologie en 1973 n'avait pas, en tout cas, eu beaucoup de retombées, propose une nouvelle anthologie qui s'appelle Nouvelle Persane, l'Iran d'aujourd'hui évoqué par ses écrivains. On peut s'arrêter déjà juste sur la couverture. Vous voyez, alors c'est un petit peu sombre, mais j'imagine que vous voyez quand même, on a deux personnages qui sont en costume très ancien, qui n'ont rien à voir avec les images qu'on peut voir de l'Iran d'aujourd'hui, de 1980, qui sont en dessous. Donc on a déjà une espèce d'orientalisation dans la couverture de... je ne dis pas que c'est le traducteur, c'est souvent pas le traducteur qui choisit sa couverture, voilà. Mais en tout cas, on a une image de ces nouvelles personnes, et le sous-titre nous dit donc l'Iran d'aujourd'hui évoqué par ces écrivains. Donc on est bien dans une espèce de tentative de comprendre l'Iran post-révolutionnaire avec des textes d'auteurs qui sont traduits là en français. Le seul problème, c'est qu'il n'y en a pas un seul. Enfin, c'est encore Hédoïat qui est beaucoup cité. Hédoïat, à ce que je sache, 79, c'était un peu loin de lui. Alors, c'est vrai qu'il y a des thématiques, on peut débattre là-dessus. Mais en tout cas, il est mort en 51. Et ensuite, les auteurs qui sont présentés n'ont pas en réalité d'explication à donner sur un phénomène qui se passe après qu'ils aient écrit leur texte. Donc, c'est un peu ce que le monde éditorial fait à chaque fois qu'il y a un soulèvement. Vous avez dû voir au moment de Femmes, Vie, Liberté aussi, il y a comme ça, tout d'un coup, plusieurs anthologies qui paraissent sur ces phénomènes. Donc, Femmes, Vie, Liberté, Femmes, Rêve, Liberté, plein de textes comme ça. Chaque éditeur va avoir envie d'être en prise sur l'actualité, ce qui n'est pas forcément un défaut, mais ce qui crée des espèces de petits déplacements de ce que sont ces textes. Et on a tendance donc à prendre un texte et à lui donner une autre, on le décontextualise et on le recontextualise dans quelque chose qui n'est pas forcément ce qu'il est, ce pourquoi il avait été écrit et voilà, et son contexte lui-même d'écriture. Alors je vous ai mis le début de la préface de cette anthologie de Gilbert Lazare, qui nous dit « L'Iran n'a pas fini de s'interroger sur son destin. On y voyait naguère pousser les usines et les hôtels de luxe, s'accumuler dans les arsenaux les armes les plus électroniques, s'allonger les oléoducs et les autoroutes, s'afficher les prétentions d'un pouvoir impatient de dominer tout le Moyen-Orient et même Nouvelle-Amérique, de donner des leçons à la vieille Europe, le pays se voulait alors à la pointe de la modernité. » Donc ce que décrit Gilbert Lazare ici, c'est l'époque pré-révolution, qui est donc l'époque de Mohammad Reza Shah. Et voici maintenant, dit-il, que des foules immenses acclament un vieux mollah qui affirme des ambitions exactement contraires. Tournons le dos à l'Occident, d'où vient la corruption, retrouvons la vertu des premiers temps de l'islam, renonçons au métro et châtions l'adultère, donnons à tous les peuples musulmans l'exemple du vrai gouvernement selon les lois de Dieu. Hier triomphaient les managers à l'américaine, aujourd'hui règnent les religieux enturbanés. Est-ce donc le même pays, le même peuple ? Quel est le véritable Iran ? Comme si l'anthologie que vous allez lire après allait répondre à cette question, quel est le véritable Iran ?
Alors, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas ce qu'est le véritable Iran. Mais en tout cas, ce que j'aimerais porter ici comme parole, c'est que la littérature n'a pas forcément à répondre à cette question. Elle n'a pas forcément à être investie de ça. Et que quand on nous demande pourquoi, j'ai un étudiant qui un jour, en plein cours de master, m'a dit « Mais en fait, pourquoi est-ce que vous enseignez la littérature persane contemporaine plutôt que la littérature classique contemporaine ?» Et j'avoue que je suis restée comme deux ronds de flanc à remettre en question toute ma vie en me disant « Mais c'est vrai à la fin, pourquoi est-ce que je fais ça sans avoir de réponse à part le fait que j'ai lu des auteurs qui m'ont intéressée, que je les ai aimés, que j'ai eu envie de les lire, de les traduire, de les étudier, etc. » Mais vous voyez, on a toujours besoin de se justifier de cet intérêt pour une littérature qui est aussi puissante que d'autres littératures du monde, que peut-être toutes les littératures du monde. Alors, Gilbert Lazare continue un petit peu en disant « Mais alors qu'il y a 150 ans, isolé sur ces plateaux arides, la Perse n'intéressait personne, il est certain que de nos jours, l'Iran occupe bel et bien une position centrale dans l'équilibre des forces du Moyen-Orient. On n'en voudra qu'une preuve, même s'il en est bien d'autres, le formidable effet de résonance suscité d'un bout à l'autre du monde musulman par la révolution iranienne, mouvement d'émancipation d'un genre nouveau dont personne assurément n'est encore capable de mesurer les retombées à l'échelle de la planète. Une chose est sûre, en tout cas, le sort de l'Iran, désormais, importe au monde. » Et ça va se traduire, alors on peut être d'accord, pas d'accord, hein, la question n'est pas là, la question c'est vraiment sur le plan littéraire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'était le meilleur endroit pour se porter ce genre de propos qu'une préface à une anthologie de textes littéraires? Encore une fois, je n'ai pas de réponse. Je vous laisse donc répondre vous-même à ces questions qui sont extrêmement troublantes. En tout cas, ce qui va se passer après les années 80, c'est qu'on va traduire toujours le même, Hédayat, hein, donc j'ai mis Hédayat encore et toujours. Celui qu'on va traduire, c'est celui qu'on connaît déjà. Donc, ça va aussi rejoindre un peu tout ce qu'on peut dire sur les anthologies. Est-ce que les anthologies aident à faire connaître une littérature ou pas ? En tout cas, peut-être pas directement, peut-être qu'il y a des effets dans le temps, voilà, des latences, etc. Ici, on voit que celui qui va être traduit dans les années, donc vous voyez, hein, j'ai mis les dates, donc 86, 87, 88, 87. Donc, régulièrement, on a un texte de Hédayat qui paraît, que ce soit des nouvelles, que ce soit des romans. Donc, ça ne pose pas de problème, évidemment, parce que au-dessus de lui plane l'ombre d'André Breton, et que Hédayat, en 80, va devenir, je vous parlais tout à l'heure du malentendu de sa réception, il va devenir le symbole de l'exilé. D'une manière, en fait, un petit peu détournée, puisque Hédayat, s'il se suicide en 51, c'est parce que tout ce qu'il veut, c'est ne jamais remettre les pieds en Iran. Ce n'est pas parce qu'il ne peut pas, c'est parce qu'il ne veut pas. S'il se suicide en 51, c'est juste parce que son visa va être expiré, qu'il va devoir rentrer en Iran, qui pour lui est un endroit où il ne peut pas respirer, où il ne peut pas vivre, où il ne peut pas créer. Bon, il y a plein d'autres raisons au suicide d'Hédayat. Voilà, c'est une énorme tragédie. Hein. Il a des soucis personnels, des soucis familiaux, etc. Mais en tout cas, c'est pas quelqu'un. Et vous verrez dans les traductions, dans les préfaces au recueil de traductions de Sadr Hédayat, on trouve des choses comme il aurait aimé retourner sur la terre de ses ancêtres et mêler donc la poussière voilà, de son cadavre à la terre de ses ancêtres. C'est faux. Hédayat, s'il avait voulu mourir en Iran, il aurait pu. Il n'a pas voulu. Mais en 80, les gens qui écrivent ça, et je ne suis absolument pas là pour juger ça non plus, c'est des gens qui ne peuvent pas retourner en Iran, qui sont exilés d'Iran après la révolution politique et qui donc ne peuvent pas retourner en Iran, pour qui c'est évidemment une douleur incommensurable, et qui prennent Hédayat comme un symbole de cette douleur. Et c'est magnifique en fait quand on le voit comme ça. Il n'y a pas à se fâcher en se disant c'est n'importe quoi. C'est juste très beau de voir à quel point cet écrivain, avec tout ce qu'il a mis dans son œuvre, permet à d'autres gens plus tard, 30 ans après, de se reconnaître et de pouvoir investir ça et de pouvoir peut-être accepter un peu mieux leur situation à travers cette figure. Donc Hédayat, maintenant sur le plan littéraire, bénéficie d'un malentendu. Il va être porté par ce malentendu et ça va permettre de connaître l'ensemble de son œuvre, ce qui est
le seul exemple. Et vous avez dans quelques jours Sébastien Jalot qui va venir pour vous parler de Folur Farurza, des textes en prose qu'il vient de traduire, et qui a redonné une traduction de La Chouette aveugle. Et Dayat est le seul écrivain iranien qui a été retraduit. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a que lui. Bon, en prose. Après, Folur Farurza, il y a eu plein de traductions différentes, mais en prose, c'est le seul, et c'est La Chouette aveugle, hein, c'est toujours le même texte qui est redonné et qui est un peu comme ça canonisé, qui est un symbole, qui cristallise en fait toutes les attentes sur cette littérature, tout ce qu'on aimerait porter sur cette littérature contemporaine. Alors, il y en a quand même d'autres qui sont un peu traduits dans les années 80-90. Je vous ai mis 3 visages là, qui sont des visages voilà, de gens extrêmement importants sur la littérature contemporaine. Alors, une petite précision. Mais on pourra peut-être en reparler tout à l'heure quand on aura le débat aussi, puisque Kian m'a présenté comme la co-autrice de ce texte-là, La Chouette et le Jardin, que j'ai donné un article et co-dirigé modestement avec Nassim Varobi. C'était vraiment l'initiative de Nassim Varobi, qui est une écrivaine iranienne qui vit en France, qui écrit quelquefois en persan, quelquefois en français, quelquefois elle s'auto-traduit, quelquefois elle demande à d'autres de la traduire. Voilà, il y a plein de phénomènes comme ça qui se passent évidemment en diaspora. Et ce que voulait porter comme idée Nassim Varobi dans cet ouvrage, c'était de mettre côte à côte la littérature iranienne écrite par des Iraniens en Iran et la littérature iranienne écrite en exil, écrite en français, écrite, voilà. Et de donner ce panorama en fait de tout ce qu'on pouvait mettre sous la catégorie littérature iranienne en essayant de faire éclater un petit peu ces frontières. J'ai beaucoup aimé ça. Moi, je travaille sur la littérature plutôt iranienne écrite en Iran. Et la littérature, même si je travaille sur la littérature d'exil, je travaille sur la littérature qui entre vraiment directement en dialogue avec les écrivains en Iran. Ce qui est un autre critère, hein, ça ne veut pas dire que j'exclus, enfin voilà, que je n'ai pas d'intérêt pour le reste, mais déjà, j'ai un bon morceau là. Et puis c'est voilà, c'est un critère pour voir ce que l'Iran, les écrivains iraniens, la scène littéraire iranienne, acceptent de faire rentrer dans son périmètre. Et donc, dans ce périmètre, vous allez voir qu'il y a des gens aussi qui sont à l'étranger. Et c'est le cas de Goli Tarari, qui est en haut à gauche, hein, qui est une grande dame, qui n'écrit plus maintenant, mais qui a... elle était un petit peu dans les deux. Elle a été acceptée en Iran, elle a continué à écrire en persan, elle a participé à certaines de ces traductions et elle va avoir donc beaucoup de textes qui vont être publiés dans les années 80-90 et ça commence donc en 86 avec Sommeil d'hiver aux éditions... j'ai un doute, je ne sais plus. Après, l'ensemble de son œuvre paraît plutôt chez Actes Sud. Je ne suis pas sûre que Sommeil d'hiver soit chez Actes Sud au début. Mais peu importe. Donc, elle est une de ces figures, donc elle est née en 1939, hein, une de ces premières femmes qui va être connue comme romancière. Ce n'est pas la première romancière iranienne. La première romancière iranienne, on y reviendra, s'appelle Simin Daneshvar. Elle est née en 1921 et elle n'a pas encore... En tout cas, ces romans n'ont pas encore été traduits. Goli Tarari est cet exemple d'écrivaine qui était à cheval donc, entre l'Iran et entre la France et qui a pu aussi participer à sa réception en France puisqu'elle vivait aussi en France. Donc voilà, un exemple parmi d'autres. Un autre, donc les deux autres sont des hommes. Celui qui est à droite, c'est Houchang Egolshiri, qui est après Hedayat le plus moderniste des écrivains, qui est mort en 2000. Un immense écrivain, Houchang Egolshiri, qui est assez traduit, enfin assez, non, on n'est jamais assez traduit, mais qui est pas mal traduit, je vous l'ai dit. Et on a d'abord Le Prince Ehtejob, un très très beau roman qui paraît, si je dis pas de bêtises, en 69, enfin à la fin des années 60, et qui annonce la chute d'une dynastie qu'il montre comme étant la dynastie Kadjar, c'est-à-dire la dynastie qui s'est effondrée avant, enfin qui a laissé sa place à la dynastie Pahlavi, mais évidemment c'est une métaphore hein, du régime sur le déclin de la monarchie Pahlavi. Livre qui ne va pas être censuré, d'abord, jusqu'à ce qu'il soit
adapté au cinéma, et là, les autorités vont se dire attends, ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas, et ils vont à ce moment-là censurer, mettre Gojili en prison, etc. Donc, c'est aussi ça, des phénomènes qui se produisent sur la littérature. Donc, on a Le Prince Ehtejab en 90 par Hossein Esmaili, qui a enseigné aussi à Strasbourg, et Jacques Selva, un Français, une traduction à 2. Et puis ensuite, c'est Christophe Balaï, qui était à droite sur ma première photo, qui va traduire les œuvres de Gojili, donc un certain nombre de titres, notamment La Chronique de la Victoire des Mages en 97. Voilà. Ensuite, je vous ai mis Ola Ahmad là, même si le texte qui paraît à ce moment-là n'est pas un texte de fiction. Ola Ahmad, je l'ai mis là parce que c'est un autre grand écrivain iranien, mais ce qui paraît ici, c'est son essai L'Occidentalite qui paraît aux éditions de l'Harmattan. Mais vous voyez, en fait, j'ai mis les photos aussi pour que vous voyez le flux. Vous voyez, on en avait 2, maintenant on en a un petit peu plus. Et on va avoir, entre 2000 et 2012, une espèce d'explosion des auteurs qui vont être traduits. Alors, je n'ai pas remis tous ceux... En fait, vous avez 3 anthologies qui paraissent... Alors, 2 qui paraissent en 2000, les 2 qui sont en haut. Donc, derrière ma fenêtre, il y a un corbeau, je ne sais pas si c'est très lisible, mais c'est celle de gauche, aux éditions de l'Inventaire. Le travail des éditeurs aussi est à souligner. Les éditeurs prennent des risques quand ils publient des auteurs iraniens. Ils prennent le risque que ça ne soit pas vendu. Et donc, on peut critiquer aussi, voilà, ils font des choix, quelquefois, on n'est pas très d'accord avec ce qu'ils choisissent de publier, pourquoi est-ce que tel auteur va être, voilà, tous ces ouvrages qui vont être traduits, puis tel autre pas du tout, alors que tel autre est beaucoup plus important sur le plan littéraire. Mais il ne faut pas oublier qu'eux, ils voient derrière ce qu'ils arrivent à vendre. Donc, ils sont aussi, comme les traducteurs, cette figure d'intermédiaire pour essayer de porter une littérature qu'en général ils aiment aussi. Les éditions de l'Inventaire, ils vont faire faillite. Ils ont essayé, ils ont fait des bilingues, mais ça ne va pas être tenable au bout d'un moment. Ils ont fait des choix peut-être trop ambitieux. Et donc cette maison d'édition aura une durée de vie éphémère. Et voilà. Mais en tout cas, entre-temps, il y a eu vraiment des choses extrêmement intéressantes qui sont parues dans ces éditions de l'Inventaire, très exigeantes, et notamment donc, cette anthologie. Donc, dans cette anthologie, on nous dit qu'il y a 7 écrivains iraniens d'aujourd'hui. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'édition, que ça soit aux États-Unis, que ça soit ici. C'est toujours quelque chose qui doit parler sur la société du moment. Et ça va aussi être compliqué, du coup, parce que les écrivains, et on y viendra tout à l'heure, le titre que j'ai choisi pour le petit texte que je donne dans La Chouette et le Jardin, c'est non seulement c'est un homme, mais en plus il est mort. Et ça, c'est une phrase qui m'a été dite par un agent littéraire quand j'ai eu ma première traduction et que j'ai rencontré quelqu'un qui aimait la littérature iranienne et qui a lu mon texte et qui m'a dit ça. Non seulement c'est un homme, mais en plus il est mort. J'en suis restée baba, pour prendre un mot persan, baba, et qui vous donne le revers de la médaille, c'est qu'est-ce qu'on attend de la littérature iranienne, là encore. Qu'est-ce qu'on attend? Pourquoi est-ce qu'on lit un roman iranien? Pour avoir un témoignage de femme, et un témoignage de femme vivante qui va pouvoir venir expliquer sa vie, voilà, ses problèmes, etc. C'est pas pour dire qu'il y a beaucoup de femmes, d'écrivaines de talent, qui ont profité de ça, profité dans un sens positif, pas sous estéphadé, j'allais dire, qui n'ont pas abusé, voilà, mais qui ont été portée en fait par cet élan de faire découvrir des voix féminines, qui a correspondu aussi avec cette explosion dans les années 2000 de voix féminines en Iran. Donc tout ça, ça correspondait assez bien. Mais ce que ça crée à l'opposé, c'est que les écrivains qui étaient coincés entre Hedayat et Zoya Pirzad, on reviendra sur Zoya Pirzad, le phénomène Zoya Pirzad, on ne pouvait plus les traduire. Donc, on était avec des gens, alors je vais vous donner des noms en vrac, Choubak, Daulat Abadi un petit peu plus, Ola Ahmad lui-même, enfin plein de gens comme ça. Tout d'un coup, c'est pas intéressant. Bozorg Alavi, des gens qu'on aurait dû traduire, qui sont importants pour comprendre tout ce qui vient après, et qu'on ne traduit pas parce qu'ils sont des hommes et qu'ils sont morts, ce qui est un critère littéraire assez contestable. Voilà. Donc, on a ces anthologies qui arrivent. Et alors, je vous ai mis 2 noms qui
apparaissent et qui sont des noms importants et nouveaux, qui sont, enfin je vous ai mis deux portraits plutôt, pardon. Là vous avez Moniru Ravanipur, qui est une écrivaine qu'on a étiquetée réalisme magique. Elle-même, elle dit non, je ne fais pas du réalisme magique. Moi, ce dont je parle, elle parle de sirènes, elle est du golfe Persique, donc de Boucher, etc. Et elle parle de sirènes, par exemple, et elle dit, moi, quand j'étais jeune, il y avait des sirènes, et je voyais des sirènes. Donc, ce n'est pas du réalisme magique, c'est du réalisme. Et c'est une écrivaine extrêmement intéressante, qui vit maintenant aux États-Unis, qui est une écrivaine assez engagée. Et celui qui est en bas, là, à gauche, c'est Ahmad Mahmoud, qui est un écrivain communiste qui est un autodidacte, qui n'est pas issu d'une grande famille de lettrés et qui a une œuvre aussi extrêmement intéressante. Donc, on a des figures dans les anthologies qui peuvent émerger alors qu'elles ne peuvent pas émerger en tant qu'ouvrage comme ça, parce que justement, c'est des figures qui ne sont pas forcément là pour répondre à ce que le public attend ou à ce que les éditeurs s'imaginent que le public attend. Parce qu'il y a encore différentes strates qui sont là. Donc, cette première anthologie en 2000, une autre là où on voit apparaître, alors on revoit apparaître Golitalari et on voit apparaître Mandanipur. Mandanipur, c'est un écrivain plus jeune, qui est né en 56 et qui est un élève de Golshiri qu'on avait tout à l'heure et qui maintenant vit aussi en exil aux États-Unis et qui était un peu le plus grand des élèves de Golshiri. À une époque, c'était un peu le prodige littéraire. Donc on voit en fait que ces anthologies, elles vont servir à faire arriver un petit peu des voix, mais jusqu'à présent, pour l'anthologie de gauche, Moniru Ravanipur et Ahmad Mahmoud n'ont pas encore eu d'ouvrages qui ont été traduits. Et à droite, Golitalari, on en a parlé, c'était différent. Mandanipur, qui est là, est traduit à partir de l'anglais. On est au XXIe siècle et nous traduisons encore de manière indirecte d'après des textes en farsi, nous dit-on sur la couverture, enfin c'est pas sur la couverture, à l'intérieur du livre. Alors, à la décharge, quand même, ça s'est paru au Seuil, c'est un roman qui s'appelle En censurant un roman d'amour iranien. À la défense du Seuil, je pense que le texte original n'existe pas en persan. C'est-à-dire que Mandanipur a pris des nouvelles, il a dû travailler en collaboration, j'imagine, j'ai pas réussi à avoir plus de précision, avec sa traductrice. Et donc ils ont créé quelque chose, alors pour détourner la censure, donc pour dénoncer. Donc il a une nouvelle et il montre un écrivain qui écrit une nouvelle et il montre à quel point la censure l'empêche d'écrire. Et donc il écrit et puis tout d'un coup, il barre. Donc nous, on peut lire, parce que c'est juste un trait, mais il montre le texte qui est censuré. Ce qui est embêtant dans ce texte-là, c'est qu'il y a une autre forme de censure qui vient se rajouter. C'est la censure de ce que l'auteur, l'éditeur, la traductrice, je ne sais pas, s'imagine devoir être un texte lisible par des Américains, en l'occurrence. Et donc, on a certains passages, parce qu'il a une nouvelle dont il s'est servi, qui n'est pas censurée en Iran, et qu'il détourne en fait en donnant des espèces de raccourcis. Il y a tout un jeu par exemple avec la chouette aveugle dans sa nouvelle et il gomme ça en disant notamment Hedayat, cet écrivain iranien surréaliste qui s'est suicidé. Donc ça évidemment c'est des raccourcis qui sont là pour s'adresser à un public qui... Alors, cette question de lectorat, c'est quand même compliqué. Quand on est en exil, on s'adresse à qui? On s'adresse à des Iraniens en exil, on s'adresse un petit peu quand même à son pays pour que la communauté littéraire continue à vous accepter. On s'adresse à des Américains, on s'adresse à d'autres pays qui vont traduire. Donc tout ça, c'est vrai que c'est quand même des choses assez compliquées. Mais c'est vrai qu'on voit aussi ces phénomènes de censure qui vont dans tous les sens, en fait. L'autocensure est dans toutes les directions. Alors, une autre anthologie qui est intéressante, c'est celle-là. C'est un numéro de la revue Europe qui est paru en 2012, sous la direction de Christophe Balaï pour la partie prose, et qui donne à voir donc un autre choix d'écrivains. Alors, ça c'est mon chouchou, c'est Bahram Saderi. Lui, on l'avait déjà vu, c'est Golshiri. La première romancière, la voilà, Daneshvar. Et puis, Al-Ahmad, c'était son mari, il est là. Moniru Ravanipur qui était là aussi. Parsipur, une autre écrivaine importante, et Fariba Wafi. Donc je vous ai mis
leurs photos. Je sais que c'est des noms que vous n'allez pas retenir, mais c'est important. Enfin, certains les connaissent, mais c'est important qu'ils résonnent, ces noms, qu'ils soient entendus, même si c'est un petit peu rapidement comme ça. Et ce qu'on a donc à droite, c'est ce qui va paraître comme volume. Et vous voyez qu'on a là aussi une augmentation du volume de ce qui est disponible en français. Donc on a toujours Golit Harari, elle continue, Golit Harari et Reza Baraheni qui est ici vont être les auteurs les plus traduits dans ces années-là. Surtout, on va traduire beaucoup d'œuvres, c'est-à-dire Baraheni, on va traduire 5 livres de lui, alors que c'est un auteur qui n'est pas très facile, qui bénéficie aussi de contacts avec la France. Vous avez donc Bahram Saderi. Alors Bahram et Saderi, c'est moi, jeune étudiante, qui n'ai pas du tout mesuré la portée de ce que j'étais en train de traduire, parce que le texte de Bahram Saderi, mais on y reviendra, est un texte d'avant-garde. Donc c'est moi qui l'avais traduit. Ensuite, on a Zoya Pirzad. Quelqu'un a déjà lu du Zoya Pirzad ou entendu son nom ? Oui. C'est le phénomène Zulma. Zulma a essayé d'autres textes. Donc on en a beaucoup voulu, notamment à Christophe Balaï, d'avoir traduit tout Pirzad en disant oui, il a fait ça parce que c'était plus facile. Non, Christophe Balaï n'a pas fait ça parce que c'était plus facile. Il a fait ça parce que c'était les seuls textes pour qui il avait des commandes. C'est-à-dire que Zulma, elle a essayé par exemple Fariba Wafi, il y a eu un texte, mais après ça n'a pas marché. Et Laure Leroy, la directrice, l'éditrice de Zulma, le dit comme ça, elle dit l'effet Pirzad, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Et pour vous, j'avoue, Zoya Pirzad n'a eu un silence, elle n'a pas écrit pendant des années. Là, elle a écrit un nouveau roman et Zulma m'a passé commande du dernier Zoya Pirzad. Et oui, je vais traduire le dernier Zoya Pirzad, donc je réponds déjà à mes détracteurs. Zoya Pirzad est aimée en France, elle touche un public, donc c'est une écrivaine qui parle un peu de la poétique du quotidien, des femmes, de la société, etc. Ça touche beaucoup. Et pour de bonnes raisons, c'est une écrivaine qui est très drôle aussi, c'est une écrivaine qui a beaucoup d'humour. Donc voilà, Zoya Pirzad, c'est un phénomène. Mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Et elle a en France une place qu'elle n'a pas en Iran. Elle n'est pas à ce niveau-là. Ce n'est pas la plus grande écrivaine iranienne. C'est une écrivaine intéressante, mais elle surpasse complètement tous les autres auteurs. Par exemple, Parsipour, qui est ici, est une écrivaine beaucoup plus connue en Iran, beaucoup plus importante, beaucoup plus... Enfin, voilà, ce n'est pas la même époque non plus, mais quelqu'un qui va aller chercher des choses plus complexes, plus compliqué sur le plan littéraire et qui n'aura pas la même réception du tout que Zoya Pirzad, alors que c'est un texte, elle a des textes extrêmement intéressants, notamment Femme sans homme, qui a fait l'objet d'une adaptation au cinéma et qui est quand même quelque chose d'intéressant aussi. Alors, Bahram Saderi, bon, j'en ai parlé un petit peu, mais ça va nous permettre de parler un petit peu des couvertures aussi. Donc, Bahram Saderi, c'est pour lui qu'on m'a dit, non seulement c'est un homme, mais en plus il est mort. Bahram Saderi a écrit ce texte Malakout en 61, c'est paru en 61 d'abord dans des revues, et puis ça a été repris après. Et c'est un texte d'avant-garde. Bahram Saderi était quelqu'un qui aimait beaucoup aussi Oushang et Golshiri. C'est vraiment ces écrivains, ils étaient 10 par an, ils avaient formé une association d'écrivains d'avant-garde et il jouait avec les formes, etc. Et Bahram Saderi donc écrit ce livre qui s'appelle Malakout, alors que j'ai traduit par Le Pays du Nanou. Bon, c'est contestable aussi, mais voilà. Et ce qui m'intéresse ici, donc j'ai eu du mal à trouver un éditeur, et quand j'en ai trouvé un, ça a été les éditions de l'Aube qui ne m'ont pas consulté sur la couverture, ni sur la 4e, sur laquelle il y a une faute sur la date les dates de naissance de Bahram Saderi, voilà. Et sur cette couverture ici. Donc on est dans, là aussi il y a un malentendu, on donne de l'Iran une espèce d'image misérabiliste avec un personnage qui porte sur son dos tout le poids de la douleur du monde, alors que ce texte-là n'est pas du tout un texte comme ça. C'est un texte d'avant-garde, un texte extrêmement sarcastique, un texte qui s'attaque au régime de Mohammad Reza Shah et en particulier du coup d'État de 53. Donc c'est un malentendu. Et la traduction qui a été donnée en anglais après, qui est récente, correspond plus en fait à ce qu'est ce texte, c'est-à-dire un texte qui n'est pas ce qu'on peut attendre. Alors, je parle trop. Vous en avez marre, non? Alors, je vais abréger un petit peu. Donc, 2019-2022, on a d'autres figures qui apparaissent. On a
Chubak qui est là. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Parce que c'est un homme et parce qu'il est mort. Et que c'est un grand monsieur. Et que c'est l'initiative de 3 anciennes étudiantes de l'INALCO qui se réunissaient dans un café pour faire de la traduction et qui ont commencé à traduire Chubak, qui est un auteur assez difficile à traduire. Bon, elles étaient interrogées, elles ont été reçues à la librairie iranienne à la parution du premier volume parce qu'elles vont donner 2 volumes, 2 recueils de nouvelles. Donc là aussi, c'est une très bonne nouvelle, des recueils de nouvelles et pas des romans. Et quand elles ont présenté, elles ont dit, bon, Chubak, il n'est pas toujours très poli. Donc nous, on n'a pas traduit toutes les insultes. Donc si vous lisez l'anthologie, essayez de rajouter des insultes parce que quand même, il y en a beaucoup chez Chubak, il n'est pas poli du tout. Et c'est ce qui fait aussi son intérêt et sa nouveauté. Donc gommer ça, bon, voilà. Mais en tout cas, c'est quand même assez formidable qu'elles aient réussi à trouver un éditeur et que l'éditeur ait ouvert une collection Moyen-Orient pour cet auteur. Et ça aussi, ça vous montre, c'est un grand auteur. C'est vraiment des textes très forts et il faut les traduire. Et moi, j'avoue que je grognais en me disant « Oh là là, ça ne va jamais marcher et tout ça, et les éditeurs ceci, les éditeurs cela ». Quand j'ai vu ça, je me suis dit « Ben non, il faut essayer. Il faut faire tout ce qu'on peut, il faut proposer à droite, à gauche. » Et à un moment, il y a des éditeurs qui vont être happés par la réussite de ces textes-là. Donc voilà, ça c'est un très bon exemple. Ensuite, on a des auteurs qui sont... Alors, les 3 qui sont là sont traduits par Christophe Balaï. Donc, je vous ai mis CB, c'est Christophe Balaï pour vous montrer... bon, Christophe Balaï nous a malheureusement quittés, mais à la fin de sa vie, c'était une espèce d'urgence pour lui de traduire le plus possible. Il était à l'hôpital à la fin de sa vie et il était encore en train de travailler sur 2 textes qu'il voulait absolument donner. Donc ça aussi, cette espèce d'abnégation du traducteur est extrêmement touchante. Aujourd'hui, on a alors encore beaucoup de femmes, vous voyez, on a et une autre très bonne nouvelle, alors à modérer quand même, c'est Ghazaleh Alizadeh qui est ici, qui est une femme d'une beauté assez folle, et qui est une femme qui a eu un destin assez tragique, une grande figure de la littérature, mariée à un très grand poète, Bijan Elohi, et qui malheureusement a été atteinte d'un cancer et qui s'est suicidée en 1996. Mais voilà, elle a une langue extrêmement proche de celle de Flaubert, et là aussi c'est compliqué. Parce qu'elle a une langue très stylisée et que c'est moi qui ai traduit ce texte-là. J'ai fini de le traduire en 2018 et il vient de paraître en janvier 2026. Donc vous pouvez faire le calcul, c'est quand même beaucoup d'attente chez l'Harmattan. Et pour la petite histoire, juste après qu'il soit paru chez l'Harmattan, un autre éditeur m'a appelé pour le publier. Et la fille de Ghazaleh Alizadeh m'a dit « On ne peut pas le donner à 2 éditeurs. » Non, on ne peut pas le donner à 2 éditeurs. Mais c'est un peu dommage. Alors, l'Harmattan a une collection iranienne. Là aussi, je salue vraiment parce que voilà, ça nous donne à lire des textes extrêmement intéressants. Mais l'Harmattan n'est pas identifié en tant que tel comme grand écrivain, éditeur de littérature, et du coup ce texte-là, pour le moment, n'a pas une grande réception. Donc voilà, je vous donne ça un peu comme ça. Les anthologies, donc on a déjà un peu posé ces questions. Est-ce que vraiment les anthologies sont le bon moyen ? Est-ce qu'on peut, par les anthologies, créer un mouvement de traduction après ? Est-ce que c'est pédagogique pour les éditeurs ou pas ? C'est mitigé, oui et non. C'est-à-dire qu'il faut quand même faire un travail, mais ça fait notamment cette anthologie-là, Amour persane, à laquelle j'ai eu la chance de participer, qui était aussi un projet de Nassim Varobi. Moi, j'étais juste traductrice, mais c'est une bonne carte de visite. C'est-à-dire que quand vous dites « Ah, dans l'anthologie, il y avait telle nouvelle », et puis que vous l'envoyez à l'éditeur et que vous lui donnez un autre texte, c'est ce qui s'est passé pour Tcheltan, un écrivain que j'ai pu traduire grâce à ça. Voilà. Bon, je vais pas... on reparlera peut-être des préfaces tout à l'heure. Je voulais signaler les revues, parce que les revues jouent un rôle. On a vu tout à l'heure la revue Europe. Et donc là, vous avez 2 types de revues. Vous avez à gauche une revue d'étudiants en traduction littéraire de l'INALCO qui s'appelle la revue Café, et qui prend du coup des textes. Là, c'est Ahmad et Mahmoud qui a écrit
une petite nouvelle qui s'appelle Khanei Bar Ob. Et là, c'est une autre revue, la revue Graminées, qui est une magnifique revue. Je vous ai mis pour que vous voyez les illustrations. C'est une revue où il y a des graphistes en même temps et qui a pris un texte de Moniru Ravanipur, qui est un texte extrêmement exigeant. Et quand je l'ai envoyé, donc, ça parle de sirènes, comme je vous le disais tout à l'heure. Elle a des sirènes dans son enfance. Et donc, quand je l'ai envoyé, le numéro, c'est des numéros thématiques. Donc, c'était faune. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais envoyer mon texte sur la sirène, après tout. C'est un peu un animal. Et c'est le premier texte. Elle m'a dit, celui-là, on n'a eu aucun doute. Celui-là, il était dans la revue, dans le numéro de la revue. Donc, ça aussi, c'est des choses qui font beaucoup de bien quand on l'entend. Voilà. Alors, je vous ai montré ce panorama pour vous montrer que les traducteurs, les éditeurs, les écrivains, tous ensemble, en fait, on est là pour faire exister cette littérature en France et qu'en fait, tout le monde le fait à sa manière et qu'on arrive à faire évoluer les choses. On est parti de 2 écrivains hommes voilà, qui étaient étiquetés d'une certaine manière, etc. Et maintenant, vous voyez que ça s'étend. Ça s'étend aussi, donc j'en parle un peu moins parce que ce n'est pas ma spécialité, mais avec ces va-et-vient, avec ce qui s'écrit par la diaspora, donc soit en français, soit en persan, soit voilà, et que ces dialogues se font aussi avec les dialogues. Le dialogue se fait aussi avec ce qui se passe dans les autres pays, donc aux États-Unis, hein, qui est un peu celui qui traduit plus, mais pas tellement en proportion en fait par rapport au marché américain. C'est juste que comme le marché américain est tellement gros, du coup on a plus de textes qui sont disponibles. On a des traducteurs aussi. Je voulais en citer un autre qui s'appelle Mohammad Qanoun Parvar, qui est aussi un universitaire et qui est quelqu'un qui traduit voilà, tous les grands textes importants du XXe siècle. C'est un peu mon modèle. Et il a joué un rôle extrêmement important pour le développement aussi de la recherche sur la littérature et de l'écriture aussi, parce que les écrivains sont aussi très sensibles à ce qui paraît à l'étranger. Donc ils ont aussi un regard sur ce qu'on traduit, comment est-ce qu'on existe, hein, comment est-ce qu'on devient mondial, universel. Ça, c'est des vraies questions qui agitent aussi les écrivains. Alors après, voilà, je suis très contente parce que j'ai eu un contrat, il m'a fallu 7 ans pour avoir un contrat de traduction pour le roman Suvashun ou Savushun, comme elle le disait, de Simin Daneshvar. Donc c'est le premier roman écrit par une femme, 1969, en Iran. C'est un roman magnifique, je vous fais de la pub, mais je suis en train de travailler, je suis un peu en retard, qui devrait paraître aux Belles Lettres, normalement, on espère en janvier. Pour finir, non, j'ai trop parlé et puis ça serait trop triste. Mais pour finir, je vais vous mettre ça. Ces fleurs, c'est des bougainvilliers et en persan, on dit golé korazi, c'est des fleurs de papier. Et ces fleurs-là, elles ont, dans un des romans que j'ai traduit aussi et qui est un roman que j'aime beaucoup, qui est ce roman-là, d'une jeune écrivaine, donc Nassim Marashi, qui est un roman qui parle du traumatisme d'une femme de la région du Golfe Persique, toujours Khorramshahr, une ville qui a été bombardée pendant la guerre Iran-Irak, et qui parle du traumatisme de cette femme et ce que fait la guerre. Donc là, je suis désolée, j'avais prévu de peut-être en lire un morceau, mais je crois que ça va être trop. Mais en tout cas, un très très beau roman. Et dans ce livre, elle montre les palmiers, qui sont un symbole de renaissance, qui est vraiment une magnifique allégorie de tout ce que l'être humain est capable de recréer malgré la douleur, etc. Et dans son roman, il y a beaucoup de ces fleurs. Donc, quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, mais quoi, elle parle des fleurs en papier? Donc, j'ai vraiment pensé, moi, je ne connaissais pas ça. Donc, en regardant, je me suis dit, ah, c'est des bougainvilliers. Voilà, j'en ai planté dans mon jardin. Et c'est vraiment une image de ce que peut faire la littérature contemporaine. Il faut la lire parce qu'elle est pleine de fleurs. Je me permets de m'asseoir à l'école. Alors déjà, merci pour tout. Merci.
Et on va essayer de participer au mouvement de traduction et de réception de ces concepts qui viennent d'ailleurs, ou en tout cas qui ont pris des formes diverses. Et un concept qui, pour tout étudiant de philosophie, nous intéresse particulièrement, c'est ce qu'on appelle l'amour. La philosophie ne répond pas à qu'est-ce que l'amour. Votre ouvrage, ou en tout cas vous avez participé à un ouvrage collectif, préfacé par Jean-Claude Carrière, avec une introduction de Nassim Wahibi. Peut-être que nous reviendrons parce qu'il y a certains passages donc, de ces différentes introductions qui résonnent avec ce qui se passe dans ce monde. Et face à la réalité difficile, guerrière, sanglante, il y a cette proposition, donc amour persane. Et vous avez évoqué au fil de cet échange la richesse encore donc méconnue de la prose iranienne contemporaine en France. Une littérature qui s'inscrit et s'ancre dans le quotidien. Donc ma question est celle-ci. Dans de nombreux textes de langue persane, l'amour renvoie à une conception universelle d'un ordre créateur et que tout viendrait de l'amour. Or, le titre de cet ouvrage, le mot amour est écrit au pluriel. Comment comprendre cette perspective? Renvoie-t-elle donc à des expériences vécues? Et enfin, si on se détourne d'un idéal, quel est le chemin pour une construction libre et émancipatrice par nos choix et nos attachements? Merci. Merci beaucoup, Kian. Alors, pareil, je ne suis pas sûre de pouvoir répondre à la question très vaste. Oui, c'est effectivement, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une anthologie à laquelle j'ai travaillé en tant que traductrice. Pour moi, c'était extrêmement intéressant de traduire. Donc, quand vous traduisez une anthologie, vous passez sans cesse d'une écriture à une autre. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré. De tout d'un coup d'avoir voilà, une écriture de quelqu'un comme Fereshteh Molavi, qui est maintenant un petit peu traduite en anglais, qui est une écriture extrêmement complexe, voilà, qui bouleverse un peu la grammaire iranienne, et puis des écritures plus douces ou plus classiques, ou, voilà, et des thématiques. Et ça rejoint un peu, je viens par la bande, la question que vous posez, je pense, c'est-à-dire ce pluriel. Alors, ça m'a amusée parce que je ne m'en étais pas rendu compte. Donc, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. C'est une très bonne question, en fait. Cet amour au pluriel qui le fait rendre féminin. Bon, là, je vous laisse, on ne va pas creuser trop là-dessus, mais qui est quand même quelque chose d'intéressant. Ce que donne à voir cette anthologie, c'est vraiment cette pluralité d'amour. Et c'est aussi, effectivement, révélateur de la place de la prose contemporaine. Comment est-ce qu'on fait pour écrire de la prose contemporaine quand on vient d'une tradition où vous avez des poètes extrêmement connus, presque sacralisés, comme Hafez, Rumi, Saadi, donc des poètes comme ça. Et ça va être un peu aussi quelque chose qui va freiner la réception de la littérature persane contemporaine, de la prose en France, notamment par rapport à son rapport à la diaspora. Parce que la diaspora survalorise, et en fait l'Iran aussi, survalorise sa poésie. Jusqu'ici, je disais, en Iran, la prose est dévalorisée. C'est pas vrai, je pense. Et ça m'est arrivé, j'ai réalisé ça en écoutant quelqu'un qui parlait de la littérature japonaise et qui disait au Japon, la poésie est survalorisée. Et donc, par ricochet, la prose a du mal à exister, surtout la prose moderne. Et on a tendance, moi quand j'étais en Iran pour faire ma thèse, je travaillais donc sur Sadr Hedayat et je devais rencontrer un très grand poète qui s'appelle Shafi Kadkani et qui a refusé de me voir en disant « Man ba Hedayat mukhalefam ». Donc moi, je suis absolument opposée à Hedayat, ce qui est quand même assez surprenant, hein, c'est pas un homme politique. Comment peut-on être opposé à un écrivain comme ça et refuser de voir quelqu'un qui travaille? Mais ça en dit long, en fait, sur ce que Hedayat a fait à la littérature et ce qu'il a dû briser, et notamment cette irrévérence par rapport à la poésie, par rapport à cette sacralisation. C'est aussi dans ce mouvement-là que s'est engagée cette littérature. Et donc, je pense, mais il faudrait que j'en parle avec Nassim Wahibi, que le titre Amour persane est aussi un reflet de ça. C'est-à-dire, il faut sortir
peut-être d'une quête d'absolu pour arriver vers quelque chose de plus quotidien, de plus ancré dans la réalité de ce que vivent les écrivains. Je ne sais pas. Alors, nous avions prévu une lecture ou deux, mais y a-t-il des questions au sein du public ? Merci, chers collègues, pour cette présentation. Pour quelqu'un qui est en train de travailler sur le premier roman écrit par une femme, c'est Sauvachon qui est tu es en train de préparer la traduction, et tu as traduit aussi d'autres romans écrits par des femmes, on va dire, plus présentes qu'en période. Si tu veux dire en quelques mots l'évolution du roman persan féminin, comment tu peux, disons, faire ce résumé, cette évolution de roman depuis Simin Daneshvar jusqu'à aujourd'hui? Merci. Alors c'est pas facile. Déjà, je suis pas sûre de croire à l'écriture féminine. Je suis pas sûre de croire qu'il y a vraiment une spécificité de l'écriture féminine. Je crois qu'il y a des sensibilités qui s'expriment, mais par exemple, un auteur comme Rabi Avi, que Christophe Balayi a traduit, est un écrivain qui a une sensibilité à la condition des femmes et qui a dans sa prose exprime aussi des choses extrêmement sensuelles, sensibles, etc. Après, Simin Daneshvar, c'est vrai que c'est un peu quand même la première à l'avoir fait. Elle est un modèle, je pense, pour certaines, par aussi sa place d'écrivaine. Donc ça a été la première femme à avoir dirigé l'association des écrivains iraniens. La première à s'émanciper, alors qu'elle avait un mari quand même qui avait un sacré poids, Ola Ahmad, cette figure d'intellectuel, etc. Donc elle a réussi à avoir sa voix qui émerge, et on le voit très bien dans ce livre de Savouchou, une espèce d'émergence de la voix du personnage féminin qui vient tout doucement comme ça, l'air de rien, mais affirmer une grande force en fait que n'a pas la voix du personnage masculin. Donc je crois que ça, en faisant ça, elle a ouvert la voie, cette fois à notamment des écrivaines comme Parsipour, qui est beaucoup plus engagée, beaucoup plus dans des choses aussi plus crues que Daneshvar, qui a l'air d'être comme ça très très pudique, très très douce. Ce que je vois, alors Christophe Balayi disait que toute cette émergence des femmes en 2000, à son avis, était liée au manque de statut qu'avaient les femmes dans la société, qui leur permettait de dire des choses paradoxalement, mais beaucoup plus incorrectes que ce que pouvaient écrire les hommes, puisque eux étaient plus avec un statut plus précis dans la société iranienne. Je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, c'est vrai qu'on a eu des gens comme Moheb Ali, par exemple, qui écrivent des trucs quand même assez incroyables. Elle écrit des choses, elle a des personnages de jeunes filles droguées dans le Téhéran de maintenant, qui sont des choses extrêmement fortes, extrêmement incisives. C'est un peu difficile à dire parce qu'elles ont des... Mais quelqu'un comme par exemple Alia Atoyi, qui est une jeune représentante aussi de la jeune scène, les gens qu'elle cite, c'est Bahram Saderi, qu'on a vu, donc cet écrivain révolutionnaire, avant-gardiste, et Ghazaleh Alizadeh, qui est une écriture complètement différente, au contraire très classique. Donc je crois que les femmes, elles essayent en fait de s'approprier le champ littéraire, et qu'elles le font avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de curiosité aussi. Et, voilà. Mais après, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a une écriture féminine. J'ai eu la chance de procéder une fois à une commande aux lettres persanes. Vous trouverez quelques ouvrages des éditions Lettres persanes avec le travail de M. Jalal Vigna et de sa famille. Et il offrait Femmes sans hommes de Parsipour au-dessus d'un certain nombre d'ouvrages. Il l'offrait. Donc c'est qu'il jugeait que cet ouvrage était très important. Pouvez-vous peut-être nous dire quelque chose sur cet ouvrage ? Femmes sans hommes, ça. Alors peut-être qu'il l'offrait aussi parce qu'il avait un stock trop gros. C'est l'aspect moins.
Et peut-être qu'il avait un stock trop gros parce que peut-être il y a cru à cause de l'adaptation au cinéma aussi, qui a une photo du film qui est... C'est un livre formidable, Femmes sans hommes. C'est un livre qui montre... Il y a un personnage à l'intérieur qui s'appelle Mahdourt, on pourrait traduire la fille de la lune si on voulait s'amuser à le traduire, qui est un personnage qui va se métamorphoser en arbre. Et s'il y a quelque chose, là pour modérer ce que j'ai dit sur l'écriture féminine, que je vois émerger beaucoup, que ça soit chez Dan Eshval, que ça soit chez Paul Sipour ou que ça soit chez Nassim Marashi, c'est le rapport au végétal. Elles développent des choses sur les arbres, sur les feuilles, sur les fleurs, sur vraiment un petit peu le minéral, mais beaucoup le végétal. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit beaucoup plus de manière vivante, hein, parce qu'on pouvait avoir des choses sur les arbres, chez Doyat par exemple, mais c'était souvent associé au sec, à l'aride, aux feuilles mortes, aux troncs creux, hein, des choses comme ça. Alors que chez Nassim Marashi, chez Paul Sipour, donc un personnage qui est magnifique, d'une femme qui se plante en terre et qui se métamorphose en arbre, avec toute la douleur que lui cause cette métamorphose, hein, parce qu'elle va éclater du coup, et elle va éclater et elle va essaimer au vent, toutes ces graines, elle se couvre de graines et tout va partir dans l'eau comme ça et aller aux quatre coins du monde. Paul Sipour est une écrivaine aussi qui connaissait bien la philosophie chinoise, qui est une écrivaine qui avait fait des études aussi en France, et qui a plein de symboles, aussi des symboles extrêmement iraniens, extrêmement ancrés aussi dans sa propre tradition. Mais c'est vraiment une écrivaine de l'universel. Et cet arbre, on le retrouve aussi à la fin de sa Wushun, mais plus d'une manière politique, avec une métaphore de l'arbre comme symbole de la liberté, de l'indépendance. Donc peut-être que ça, c'est une des spécificités des femmes iraniennes. L'arbre, le jardin. Y a-t-il une question ? D'abord, merci pour cette présentation, madame. Vous nous en avez parlé des premières pionnières romanciers comme des femmes. Est-ce que quelqu'un a fait des recherches, vous-même, sur les premiers romanciers iraniens comme Mojfer Kazemi de Tehran Mahfouz, Terre terrible, ou Jamalzadeh, Il était une fois, Ekinabut, en français. Merci. J'ai pas tout à fait entendu. Donc vous parlez de Mojfer Kazemi ou Jamalzadeh. Et Jamalzadeh. Et votre question, c'est est-ce que quelqu'un traduit ou est-ce que quelqu'un fait des recherches sur Quelqu'un fait des recherches. Et oui. Voilà. Alors, il y a un super article d'un Norvégien, non, d'un Danois, je dis des bêtises, qui est urbaniste et qui a écrit un très bel article sur Tehran et Mahfouz, donc le livre de Mojfer Kazemi, Téhéran l'effroyable, sur cette figure de Téhéran en train d'émerger dans la littérature pour la première fois, donc en 1921-22, et qui est très beau parce qu'il montre à quel point la littérature précède, accompagne et documente l'évolution de la société et l'évolution de l'urbanisme. Et ça, c'est vraiment... Donc, mais bon, voilà, c'est une personne. On trouve dans les histoires de la littérature, que ce soit en Iran, etc., le nom de cet écrivain. Mais il n'y a pas de grands travaux là-dessus. Là aussi, c'est compliqué. C'est un aspect aussi que je n'ai pas évoqué tout à l'heure. L'université pourrait jouer ce rôle. En France, il y a un poste. Il est occupé par Christophe Balayi et à sa retraite, c'est moi qui l'ai eu. Donc je suis toute seule. Il y a des doctorants extrêmement talentueux, etc. Mais il y a aussi des gens qui abandonnent au bout d'un moment parce qu'en fait, ils n'ont pas de débouchés. C'est pareil en Europe et en fait aux États-Unis aussi. Ils ont plus de postes, donc ils ont plus de gens. Mais donc, les gens vont se spécialiser sur une partie donc, qui leur parle. Et malheureusement, ce roman qui émerge à la fin du 19e et au début du 20e est encore trop peu étudié. Souvent, on aborde aussi les choses. Alors, il y a eu des choses sur le journal de voyage, par exemple, parce que ça, c'est une forme qui a interrogé beaucoup de chercheurs. Jamalzadeh, il est quand même un peu... il est connu, il est lu, etc. Et il y a une nouvelle réapproche de son œuvre par des jeunes... Alors, leur nom m'échappe.
mais qui ont écrit un livre qui s'appelle Persian Literature and Modernity, qui est un très très intéressant ouvrage justement sur ce rôle qu'on attribue à Jamalzadeh de père fondateur et qui le rattache à toute une tradition persane, notamment des formes dialogiques qui sont extrêmement anciennes dans la littérature. Donc c'est des écrivains qui intéressent, mais on court après le temps. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une autre question ? Bonjour, je vous remercie d'abord pour cette présentation. C'était vraiment enrichissant pour moi, comme une étudiante qui étudie littérature persane, mais plutôt de littérature classique. Et j'ai une question plutôt technique par rapport à la traduction. Vous avez parlé effectivement des spécialités iraniennes liées à la société iranienne, effectivement. Et ce qui m'intéresse, quelle littérature vous conseillez ou vous lisez vous-même à côté de ces œuvres que vous traduisez pour rendre ces spécialités plus accessibles à un public français, surtout quand ça ne correspond pas forcément ni dans les images ni dans les paroles. Voilà. Donc votre question, c'est de voir qui est-ce que je prends comme auteur occidental, c'est ça ? Plutôt quel type de littérature? Je voudrais dire, effectivement, il y a les dictionnaires, effectivement, il y a les anthologies, mais à côté de ça, est-ce que vous utilisez une littérature spéciale pour rendre cette spécialité de la société iranienne ou... Vous parlez de la littérature du coup théorique sur la traduction en tant que discipline, plus sur la culture iranienne, c'est ça? Oui, voilà. D'accord. Alors moi, je suis de l'école Méchonic-Berman. Donc Henri Méchonic qui a écrit beaucoup sur la poétique de la traduction. Et Antoine Berman qui a modéré un peu les partis pris un peu parfois partisans et très affirmés de Méchonic. Alors, au-delà de ça, c'est-à-dire que Berman propose, pour traduire un texte, d'avoir des lectures discursives qui sont des lectures un peu buissonnières, si vous voulez. C'est-à-dire d'aller voir d'un point de vue théorique, donc des choses comme ça, voilà, sur l'activité, la pratique, etc. Mais aussi d'aller voir ce qui tourne autour du texte et ce qui tourne autour de votre lecture du texte. Donc, est-ce que quand vous lisez un texte, à partir de quoi vous le lisez? Et ce texte-là, à partir de quoi il a été écrit? Donc, si je pense à Savouchoun, là, ou Souvachun, comme on dit en Iran, je me suis intéressée en fait à ce qu'elle-même elle avait traduit, puisque c'était aussi une traductrice. Et elle a traduit notamment la lettre écarlate de Hawthorne. Et en lisant ça, ça ne veut pas dire que je vais aller plaquer certaines choses, mais j'essaie d'ouvrir mon horizon à ce qu'elle avait comme horizon littéraire aussi. Et elle avait comme horizon littéraire, là aussi, des choses en Iran, des choses en France, des choses aux États-Unis, beaucoup elle est anglophone. Mais voilà, donc c'est un peu tout ça qu'on mélange. Et puis ensuite, pour ce qui est des problèmes plus théoriques, je suis vraiment dans l'école Berman et Méchonic. Je voudrais rebondir sur cette question. Pour quelqu'un que tu as traduit beaucoup de textes, je voudrais par curiosité savoir quelles étaient les difficultés auxquelles tu étais confronté dans une traduction pour être le plus proche de l'original, être fidèle, et également quelle écrivaine pour toi était plus difficile à traduire en français? Alors, il y a plusieurs... Pour le numéro de la revue Europe qu'on avait fait avec Christophe Balaï, c'est lui qui avait choisi ce que j'allais traduire, et il m'avait confié une nouvelle de Bahram Saderi. J'avais déjà traduit le roman, donc je me disais c'est bon, et une nouvelle de Ushange Golshiri que lui-même avait traduit. Et là je me disais aïe aïe aïe, il le connaît très bien, ça va être compliqué, il va me tomber dessus. Et en fait ça a été tout l'inverse, parce que Bahram Saderi est un écrivain que je comparerais à un musicien de jazz, c'est-à-dire qu'il improvise. Et il a des textes qui sont des espèces de jaillissements comme ça, qui sont extrêmement fulgurants, qui sont pas toujours forcément très clairs ou pas toujours très bien ficelés. Et donc, à traduire, en fait, rendre cette espèce de spontanéité, je me suis arraché les cheveux.
Alors que Golshiri, qui me faisait très peur, parce que Golshiri est un écrivain très précis, très savant, mais en fait, il a fait tout le travail. Et donc le traducteur, il arrive, bon, il faut comprendre un peu, mais il y a moins ce côté du jaillissement. Et pour moi, ça, c'est plus facile à traduire finalement. Et ça m'a fait la même chose avec Razoleh Alizadeh, qui est une écrivaine qui a une langue difficile, qui a une langue poétique, avec voilà, des termes anciens, etc. Mais en fait, ça, c'est du vocabulaire. Donc une fois qu'on a, bon, évidemment, un peu plus, parce qu'il y a des notions aussi philosophiques, etc. Mais comme elle construit, elle aussi, de manière extrêmement savante son texte, il y a un moment où les choses s'agencent presque d'elles-mêmes. Donc ça, c'est pour moi étonnant. C'est-à-dire que des textes qui peuvent paraître très difficiles à lire sont finalement pas si difficiles que ça à écrire. Et avec Razoleh Alizadeh notamment, quand on a fait le travail de débroussaillage et qu'on est rentré dans le texte, au bout de à peu près la moitié, ça coule, ça roule. Dans Neshvar, elle est encore différente. Dans Neshvar, elle est historienne de l'art. Donc elle construit toutes ces scènes avec une précision. On a l'impression qu'elle fait des tableaux en fait qui évoluent. Et ça c'est difficile. Et là, je suis plus de la moitié et il n'y a pas cet effet de bon, ça y est, c'est bon, j'avais la moitié. C'est toujours difficile. C'est extrêmement satisfaisant. C'est extrêmement beau. On voit. Et elle a aussi cet humour, cette chose, cette ironie un peu cachée qu'il faut réussir à trouver. Elle joue très doucement, très subtilement sur les différences. Par exemple, le mari de l'héroïne, qui est un peu aussi une image de Al-Ahmad, dont elle dit qu'elle a annoncé la mort d'ailleurs, hein, puisque le livre paraît en 69, juste après la mort de Al-Ahmad. Au début, on a l'impression que c'est le héros, c'est l'intellectuel, l'homme au grand cœur, courageux, etc. Et en fait, par de toutes petites touches, elle nous montre que ah oui, mais il est pas assez souple, diplomate, il sait pas faire les choses, et finalement, c'est la femme qui va réussir à arranger les choses, arrondir les angles, etc. et à accepter un peu le blâme que peut avoir la société. Et ça, c'est difficile à rendre. Cette ironie, cette subtilité. Voilà. Je suis très lente avec ça. C'est pour ça que je suis en retard. Sans parler de la traduction du titre. Merci. Y a-t-il une autre question? Peut-être François? Bon, bonsoir. Alors, excusez-moi, je n'étais pas là au début de votre présentation, peut-être vous en avez parlé. Votre rapport avec le persan, pourquoi vous avez appris cette langue? D'où ça vient? Par hasard. Non, j'ai commencé par moi, je suis littéraire. Mon truc, c'est la littérature. Et j'ai commencé par le russe après le lycée, parce que je voulais lire Dostoïevski en russe. C'était mon projet. Et donc, j'ai fait du russe. Et ensuite, je devais faire une école, l'ESIT. J'avais réussi le concours d'entrée à l'ESIT donc pour être traducteur avec le russe et l'anglais, que je parlais très mal à l'époque. Et il m'avait prise. Et puis, je me suis dit, avant d'y aller, enfin, j'ai fait une semaine à l'ESIT, je suis restée qu'une semaine. Et je me suis dit, un traducteur, ça doit parler 60 langues. Donc, j'avais eu un cours sur l'Asie centrale où Catherine Poujol, qui est une grande spécialiste d'Asie centrale, avait écrit 3 mots au tableau en persan. Et elle avait parlé de Ferdowsi, donc de la grande littérature. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, c'est un nouvel alphabet. Voilà, et j'y suis allée comme ça. Et le premier cours de persan, on a fait les voyelles. Et monsieur Ismaili a dit, il y a un A et il y a un O. Et je me suis dit, ouh, c'est pas très joli ça. Et en fait, après, j'ai compris que c'était très joli et je suis complètement tombée dans le... Voilà. Donc c'est vraiment par hasard. Et j'ai gardé le russe et le persan pour la thèse. Et puis petit à petit... je suis tombée sous le charme de l'Iran, de la langue, de la culture, de ces écrivains qui disent plein de choses mais qui ne sont pas entendus. Voilà. Donc j'ai eu envie de faire ça. Oui, alors vous avez parlé à plusieurs reprises de l'association des écrivains et de sa place très particulière. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire quelque chose sur cette association et en filigrane de la place de la culture par rapport à la politique, et que depuis très longtemps, je crois, l'expression artistique a pris la place de l'expression politique?
Alors, l'association des écrivains, elle est fondée en 68. C'est pas très tôt, mais c'est pas non plus très tard quand on regarde ce qui se passe en Turquie, par exemple. C'est effectivement. Alors, il y a un très bel article sur l'association des écrivains par Mohammad Karimi Hakok, Ahmad, pardon, qui vit aux États-Unis et qui est spécialiste de poésie aussi, et qui s'appelle Protest and Perish. Tout un programme, hein, Protester et périr, et qui raconte l'histoire extrêmement douloureuse de cette association. Alors c'est effectivement le premier moment où les écrivains vont réussir et vont vouloir, enfin, je pense qu'ils l'ont voulu, mais se constituent encore pour exister en tant qu'écrivains. Ils vont faire plusieurs tentatives de faire changer les choses. Ils vont écrire des pétitions, ils vont écrire des lettres, ils vont avoir plusieurs de leurs membres qui vont être mis en prison pour ils se battent en fait pour la liberté d'expression en Iran, et c'est dangereux. Et donc prison, assassinat, voilà. Et l'association des écrivains, elle va avoir des moments où elle va être plus ou moins active. Et puis après la Révolution, en fait avant la Révolution, après la Révolution, ils ont des difficultés, hein, avec deux régimes qui ont du mal avec cette liberté d'expression et qui du coup répriment toute possibilité. Votre question, elle portait aussi sur la place du littéraire par rapport aux politiques. Il y a quelque chose qui est assez intéressant et peut-être tragique chez les écrivains iraniens, c'est qu'on leur donne aussi le rôle d'intellectuel. Et donc on les investit d'un rôle, c'est lié aussi à l'évolution du roman, c'est-à-dire ces premiers romanciers, ces premiers écrivains de textes qui commencent à être de la fiction, comme Toleboff ou des gens comme ça, sont des gens qui vont par la fiction accéder à l'essai et qui vont jouer un rôle politique, etc. Donc ils sont liés à ça. Après, il y a évidemment les écrivains communistes, puis socialistes des années 40-60 qui vont occuper beaucoup la scène, etc. et qui sont investis de ça. La littérature persane a l'habitude de la censure. La littérature classique avait l'habitude de la censure déjà. Et donc, ils ont aussi toutes ces manières d'écrire, hein, on peut parler Iran, mais tout ça, enfin, l'ambiguïté, l'allusion, c'est quelque chose qui est extrêmement développé depuis très longtemps. Donc, ça permet aussi de faire porter à ce discours littéraire des symboles, des allusions à une réalité politique qui ne serait pas possible d'exprimer autrement ou d'exprimer plus directement. La traduction aussi va jouer un rôle. On parle de Daneshvar et je parlais de la lettre écarlate. Quand Daneshvar traduit la lettre écarlate, elle fait une préface dans laquelle elle explique que ce texte de Hawthorne, ce texte de 1850, si je ne dis pas de bêtises, est un texte qui est contre les préjugés religieux, contre la censure, donc ils se servent aussi, hein, de ceux qu'ils traduisent pour porter aussi cette parole. Merci beaucoup. Votre réponse. Oui, bonjour. Je vous remercie beaucoup pour avoir comblé mes lacunes, parce que pour moi, pour toutes sortes de raisons, la littérature persane s'était arrêtée un peu avec la révolution iranienne. Il y avait deux choses qui m'avaient découragé d'aller plus loin. C'était d'une part le foisonnement des auteurs et le manque de clarté de ce qui se passe. Et l'autre chose qui m'a un petit peu refroidi, c'était le dolorisme, la misère, le malheur. C'est une grande partie de la littérature contemporaine est une littérature de malheur. Et comme j'ai bien connu l'Iran d'avant la Révolution, ça me fait souffrir de le lire. Maintenant, la question que je me pose, parce que ayant pris une semi-retraite récemment, je me suis un petit peu remis à ça, à relire ou à lire de nouvelles choses, et j'ai été frappé par le changement de la langue. Le changement de la langue. Et j'ai eu l'impression d'une langue qui est en évolution, en changement, en flux, mais qui n'a pas de normes. On saute d'un livre à un autre, et c'est presque une autre langue. Donc, est-ce que c'est une littérature, la question que je me pose, est-ce que c'est une littérature qui va rester ? Parce qu'on sait que les périodes de troubles ne sont pas favorables à la création des grandes œuvres. Si on prend par exemple la période de la Révolution française, entre 1889 et 1815, il n'y a pas grand-chose qui s'est produit à cause justement d'un bouillonnement d'un manque de stabilité de la société. Donc maintenant, comment, en tant que
personne qui a vraiment approfondi ces questions, vous voyez l'évolution de la langue et l'évolution du style. Est-ce qu'un nouveau modèle de littérature va émerger? Je pense que ce à quoi vous faites référence aussi, c'est à cette introduction de la langue courante dans la littérature aussi. Ça a commencé avec Hedayat. En fait, ça a commencé avant, ça a commencé avec Talebouf, qui a voulu écrire un livre qui serait accessible à un enfant de 7 ans pour des raisons de diffusion des connaissances, etc. Donc là, on est à la fin du 19e siècle. Après, c'est un message qui a été porté en permanence, c'est aussi un message politique, de démocratie adabi, nous dit Jamalzadeh, donc de démocratie littéraire, qui est vraiment portée par tous ces auteurs et qui donc vont s'efforcer petit à petit de donner à entendre les expressions populaires, les accents. Et ça, c'est une question aussi qu'on trouve beaucoup dans la littérature, c'est-à-dire qu'on a le persan déjà parlé, on a le persan qui est parlé à Shiraz, qui n'est pas le même que Téhéran, ou à Boucher, ou voilà, où on a des écrivains beaucoup du Sud qui vont beaucoup modifier les perceptions qu'on a. Ça continue jusqu'à maintenant avec l'auteur que j'ai cité plusieurs fois, Rabiaoui, qui va parler des arabophones d'Iran, qui était un tabou en fait en Iran, en tout cas dans la littérature. On n'avait pas beaucoup un petit peu plus dans le cinéma peut-être, mais on n'avait pas beaucoup de ces personnages-là. Donc on a une langue en Iran. Alors déjà le persan aime la poésie et l'ambiguïté. Donc ça donne une langue qui est extrêmement souple et dont le caractère premier est d'être souple et de permettre l'ouverture, de permettre cette multiplication des sens, ces allusions, ces clins d'œil, etc. Donc c'est de plus en plus complexe parce qu'ils font allusion à beaucoup de choses différentes, donc autant à de la littérature par exemple américaine que à de la littérature iranienne classique, que voilà, il y a des évolutions dans les... Moi, je pense qu'ils sont capables d'absorber le changement. Et ils sont capables, du coup, les écrivains iraniens, de produire des œuvres qui sont des œuvres qui resteront, même en période extrêmement troublée. Alors, le texte, j'adore le texte de Nassim Marashi, qui est un texte exigeant, qui est un texte difficile, mais qui est un texte qui est extrêmement fort dans tout ce qu'il touche de très profond dans la société iranienne. Non seulement le traumatisme de la guerre Iran-Irak, mais aussi, et elle le fait de manière complètement inconsciente, parce que moi, du coup, avec son livre, j'ai commencé à travailler sur l'arbre en littérature, justement. Et je lui posais des questions. Je lui disais, mais t'as lu des trucs? Elle me dit, mais non, mais moi, je suis née dans le Sud. Et donc, elle avait intégré toute une culture, tout un rapport à la nature, tout un rapport au mythe, tout un rapport au conte, qui vraiment a pris forme ici, s'est cristallisé ici, et c'est une œuvre tirée de la douleur, mais une œuvre extrêmement belle de renaissance et une œuvre qui, à mon avis, restera. Donc oui, je pense il va y avoir des textes qui vont rester. Pour le moment, on a du mal à les voir. On a du mal parce que c'est difficile d'y aller, parce que, enfin, ça fait longtemps, voilà, que c'est difficile d'y aller. Donc ça aussi, ça bloque. Que le fait que la littérature contemporaine soit liée à l'Iran contemporain fait aussi que, par exemple, la diaspora, qui pourrait jouer un rôle de relais de cette littérature contemporaine, n'a pas envie. Je parle à gros traits. Il y a plusieurs facteurs. C'est-à-dire que j'ai une étudiante là qui me disait, moi, ma mère, elle voulait pas que je lise de littérature contemporaine parce qu'elle disait c'est dangereux. Donc, ça coupe aussi toute une génération de ça, ce que la révolution islamique est très contente. Elle est très contente que ça se passe comme ça. Donc on a du mal à faire voir tout ce que c'est. Et les éditeurs en face, moi j'avais discuté avec une ancienne responsable de la collection du monde entier chez Gallimard, et qui me disait, non, on reçoit des propositions, mais on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas leur place, on ne sait pas... Voilà. Et ils ont du mal aussi à voir quels sont les interlocuteurs, comment... Mais moi je pense qu'il y a des grandes œuvres qui sont en train de se créer. Alors, effectivement, ce côté un peu mouvant est peut-être une des caractéristiques de la littérature contemporaine iranienne. Donc ça, il faut peut-être l'accepter. Et après, c'est vrai que ces thématiques sont difficiles à faire passer, surtout quand on n'a pas... En fait, en France, on a ce trou entre, en gros, les années 50 et les années 2000. Et donc, c'est difficile de comprendre ce qu'est même... Le colonel de la Tabadi, qui est un livre qui va être publié parce que c'est un livre censuré, etc. Sauf qu'en fait, on n'a pas ce qu'il a écrit avant,
qui est une critique, par exemple, de la Révolution blanche. On manque d'intertextualité comme ça. Et donc, ça fait aussi qu'on a du mal à comprendre de quoi on parle. Je ne sais pas si j'ai répondu tout à fait. Je souhaiterais vous remercier, encore une fois, d'avoir fait le déplacement et d'essayer de nous proposer un panorama le plus concis et pertinent possible. Il est 19h passé. Je vous invite, si vous êtes d'accord, à continuer l'échange autour des ouvrages en main, juste au niveau de l'accueil. Et puis, on vous propose de vous retrouver, pour ceux qui le souhaitent, demain à la même heure, où Madame Sepideh Nouvoudi vous proposera, avec bien sûr nous tous présents, une sorte de concert pluridisciplinaire. C'est-à-dire il y aura de la musique, de la lecture, une proposition aussi projetée de type calligraphique. Et puis mercredi, la venue de Yves Porter, historien de l'art, spécialiste du Moyen-Orient, notamment de l'Iran, à 17h30. Jeudi, la venue de Madame Landau, spécialiste de littérature classique, qui nous fera un panorama et essaiera de répondre à une question qu'est-ce que peut la poésie persane face à la prose du monde? Je ne sais pas si il y a un regard croisé à créer entre ces deux interventions, mais j'ai l'impression. Et puis, pour le reste, vous verrez, peut-être, vous avez parlé de la venue de Monsieur Jalot, effectivement, vendredi, et samedi de Madame Baol-Ozodi, sur la question des trajectoires trans, de la question de la transidentité en Iran, sous un régime théocratique. Voilà, donc plein de sujets, plein de livres complexes, mais qui, avec la venue de certains intervenants, espérons, éclaireront ce qui se passe au Moyen-Orient et dans le monde actuel. Merci de votre patience et désolé si c'était un peu long.